Vous aurez également nos coordonnées dans la présentation. Vous pourrez nous rappeler aussi bien le cabinet RFF que moi-même. Tout d'abord, je suis conseiller en fusion-acquisition depuis une vingtaine d'années. Nous exécutons des missions d'accompagnement à la valorisation, cession BO, LBO, voire financement des entreprises de 2 à 100 millions d'euros de valorisation. Un processus de cession d'entreprise, c'est souvent un processus de quasiment 200 jours hommes de travail qui doit se préparer en amont. On intervient en France et à l'international sur des sociétés rentables, en croissance, et avec un processus adapté en fonction du niveau de maturité de l'entreprise. Pour bien valoriser une entreprise, il est nécessaire de faire un bon diagnostic. Alors bien sûr qu'on va parler ensuite dans les prochains slides des multiples de valorisation, parce qu'une société se valorise par des multiples, chiffre d'affaires, rentabilité par exemple. Mais d'abord, il faut analyser les forces et faiblesses de l'entreprise, les opportunités et contraintes du marché. Donc, bien valoriser une entreprise, c'est d'abord faire un calcul de valorisation, un calcul sophistiqué par différentes méthodes, mais c'est aussi bien valoriser, c'est comment augmenter la valeur, parce que tout chef d'entreprise souhaite maximiser son patrimoine, et donc parfois, il y a un travail de préparation qui peut durer quelques mois, quelques années, pour travailler sur les forces et les accentuer, travailler sur les faiblesses, les transformer en force. C'est facile à dire comme ça, et parfois, il y a des petits ajustements qui permettent de faire des transformations et augmenter significativement la valeur. Alors, un diagnostic, c'est quoi? C'est le diagnostic d'abord du management, qui sont les dirigeants, les actionnaires de l'entreprise. C'est donc savoir quel est le projet, qui fait quoi. Merci pour l'intervention de WP5, on parlera de la pizzeria. Il y a quelqu'un qui s'est lancé, tu vois, donc je savais que ça allait venir au fur et à mesure. Et profitez donc du chat pour poser toutes vos questions au fur et à mesure, et on essaiera d'y répondre soit en cours de présentation, soit à la fin de la présentation. Donc, c'est d'abord l'analyse du projet, du management, du dirigeant, des actionnaires. Qui fait quoi, qui aime faire quoi, pourquoi on est aujourd'hui manager, dirigeant, actionnaire, qu'est-ce qu'on veut faire demain en France, au Portugal, pour quel projet de vie, est-ce que c'est pour la retraite, est-ce que c'est pour développer, ouvrir des nouvelles entreprises. Et même quand on est créateur d'entreprise aujourd'hui, il faut tout de suite penser à la valorisation de l'entreprise à moyen long terme. Est-ce que la société sera vendable demain? Est-ce que ça sera plutôt une rente? Est-ce qu'on peut partir au Portugal en laissant sa société gérée par l'équipe managériale en France? Ou est-ce qu'on va à l'inverse acheter une nouvelle entreprise et devenir uniquement exploitant au Portugal? Donc, c'est plein de questions. C'est lié aux dirigeants. Qui veut faire quoi? Qui aime faire quoi? Quelles sont les forces? Quelles sont ses faiblesses? En termes de fiscalité en France et à l'international, et puis en termes de fiscalité, c'est aussi la partie des avocats dont on va parler tout à l'heure. Deuxième élément à analyser attentivement, c'est la société, son business model, ses activités, ses produits, ses services, ses clients, ses salariés, les compétences actuelles et futures. Le troisième élément d'analyse, c'est les éléments financiers, le budget passé, présent et futur, le business plan, la marge brute, etc. Je discutais ce matin avec un dirigeant d'entreprise qui m'a répété 5 fois durant l'entretien, oui, mais je fais 6 millions de chiffre d'affaires et les sociétés de mon secteur se valorisent 50% du chiffre d'affaires. Et je lui dis, non, madame, une société dans votre secteur, ça ne se valorise pas en multiples de chiffre d'affaires, mais en multiples de marge brute. Et ça change tout. Donc, c'était intéressant parce que sa marge brute, c'est seulement 20% du chiffre d'affaires. C'est comme dans mon métier. Moi, je suis conseiller en cession d'entreprise. Parfois, je vends des sociétés qui valent 50 millions d'euros, mais je constate seulement 1 million d'euros de chiffre d'affaires qui sont mes honoraires. Je pourrais faire de l'achat-revente, comme Richard Gere dans Pretty Woman, mais malheureusement, je ne fais que une prestation de conseil à la préparation, conseil en stratégie avant la vente, et ensuite, je touche que des honoraires d'intermédiaire et je ne constate pas les 50 millions d'euros dans mon chiffre d'affaires, mais que mes honoraires de 1 million d'euros. Et enfin, on va analyser le marché, opportunités, contraintes, comment on peut se positionner à l'avenir. Alors, ensuite, voilà un slide où on analyse à la fois les différentes activités de l'entreprise. Ici, une société informatique avec une partie récurrente, 3 parties avec des contrats, une partie non récurrente et également une répartition par client. Donc, en un seul slide, par exemple, ici, dans cette société,
on avait beaucoup d'informations sur la société et ça répond à beaucoup de questions des acheteurs. Alors, bien sûr, un dossier de diagnostic, c'est des dizaines de pages, mais c'est un petit résumé. Augmentation de la valeur, les entreprises valent aujourd'hui plus cher qu'elles n'ont jamais été valorisées. Ici, un petit slide sur les multiples de valorisation faits par Argos. Et on voit qu'au dernier trimestre, les sociétés européennes ont été valorisées en moyenne 11,6 fois l'EBITDA. On parle des grosses PME, des ETI entre 15 et 500 millions d'euros de valorisation. Donc, c'est entre 200 et 5000 personnes. Mais quand même, ce qu'on constate, c'est la forte croissance. Et ces mêmes PME ETI valaient seulement 6 fois l'EBITDA, c'est-à-dire l'EB en anglais, entre 2007 et 2014. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, à 11 fois, on est 60% mieux valorisé. Pourquoi cette augmentation? Aujourd'hui, les sociétés sont mieux valorisées que par le passé parce que les taux d'intérêt ne sont pas chers, on est à 0 ou 1%, parce qu'il y a beaucoup d'argent disponible, parce qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. À chaque fois qu'on a un mandat de vente, on a 50 acheteurs qui se battent pour essayer d'acheter l'entreprise. Et parce que les chefs d'entreprise ont confiance en l'avenir. Et donc, à chaque fois, on dit les valorisations vont s'arrêter, mais à chaque fois, les valorisations augmentent trimestre après trimestre. On a des décotes ensuite, parce qu'on a des décotes de taille. Une petite société va valoir moins cher qu'une grosse. Donc, une société de 10 millions vaut moins cher qu'une société de 50. Ici, on est sur des sociétés de 50 millions en moyenne. Donc, une société de 10 millions va être décotée parfois de 10, 20, 30 ou 40%. Et ensuite, on va avoir des multiples sectoriels. Ici, on a par exemple dans la santé, dans l'informatique, le e-commerce, des multiples plus élevés que dans l'agroalimentaire, les services d'entreprise. Et ensuite, la construction et le commerce sont décotés fortement. Et on voit qu'en moyenne, les PME de petite taille sont valorisées plutôt 5 fois la rentabilité et non pas 11 fois la rentabilité. Ici, une autre source InfoSession, avec les sociétés de 2 à 5 millions d'euros qui sont 2 fois moins bien valorisées que les sociétés de 75 à 300 millions d'euros. On voit qu'on est à 5 fois l'EBITDA, alors que les grosses ETI plutôt à 10 fois l'EBITDA, avec des écarts, écart type, 10% des petites sociétés sont valorisées moins de 3 fois l'EBITDA et 10% sont valorisées plus que 10 fois l'EBITDA. Alors que sur les 75-300 millions, 10% des sociétés sont valorisées moins de 6 fois l'EBITDA et 10% sont valorisées plus que 14 fois l'EBITDA. Donc, en gros, moralité, comment on fait pour calculer la valeur d'une société? En quelques minutes, on vous a donné quelques éléments. Comment on fait pour augmenter la valeur de la société? Eh bien, c'est beaucoup de travail pour augmenter le chiffre d'affaires, augmenter la marge brute, augmenter la rentabilité, augmenter également les compétences, c'est-à-dire recruter des compétences, recruter des salariés, recruter des managers, signer des nouveaux clients, signer des nouveaux contrats, avoir des contrats récurrents, avoir des clients qui se renouvellent automatiquement chaque année. Ça augmente la valeur d'une société. Si je prends les questions, par exemple, de Michael Justi, pour une pizzeria, ça vaut également un multiple de chiffre d'affaires, un multiple de rentabilité. Les pizzerias, ça vaut, suivant l'emplacement, entre 70 et 120% du chiffre d'affaires. Et ça vaut entre 5 et 6 fois le résultat d'exploitation. Et ça vaut entre 7 et 8 fois le résultat net, etc. Alors évidemment, parfois, ce n'est pas évident. Il faut faire des retraitements sur le résultat d'exploitation, sur le résultat net, parce qu'il y a en plus peut-être une partie du chiffre d'affaires qui n'est pas sur le bilan. Mais ça vaut toujours un certain multiple. Ça vaut aussi par l'emplacement. Parfois, c'est la valeur du fonds de commerce qu'on va pouvoir retraiter. Donc, il y a toujours ce type de multiple. Et donc, si jamais on augmente le chiffre d'affaires de la pizzeria ou si on augmente la rentabilité, ça va augmenter la valeur du fonds de commerce ou de l'entreprise qui possède la pizzeria. Votre femme est chambre d'hôte au même endroit, si possible. Ah oui, donc vous cherchez à acheter. Vous cherchez donc à acheter peut-être au Portugal, Justi.
Donc, oui, tout à fait. Donc, effectivement, quand vous allez analyser, il y a des sites d'annonces au Portugal qui référencent un certain nombre de pizzerias et de chambres d'hôtes à vendre. Donc, soit vous utilisez des sites de petites annonces, vous allez également contacter en direct des intermédiaires. Il y a des réseaux de vente de fonds de commerce et des ventes de pas de porte. Et puis, vous allez peut-être aussi aller faire du porte-à-porte. Moi, c'est ce que je fais tous les jours pour mes clients, où on va contacter par email, par SMS, par téléphone ou sur place. Si on est intéressé par une ville en particulier, eh bien, on va se balader dans les rues, dans les villes et bonjour, est-ce que vous êtes propriétaire, est-ce que vous voulez vendre? Ça fonctionne également très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions à chaud sur la valorisation des entreprises? De toute façon, vous allez pouvoir poser vos questions à la fin également. Sinon, je passe. Voilà, il y a quelques exemples de transactions qu'on a pu réaliser ces dernières années. Sinon, je passe la parole à Rogerio Fernandez Excuse-moi, Pereira. Patrice. Oui. Excuse-moi, Patrice, tu ne peux pas parler un instant des transactions que tu as effectuées parce que c'est quand même impressionnant ce que tu as fait. Patrice, c'est bien parce que quand tu sais, elles sont très très belles tes transactions et ça peut donner aussi des idées aux autres. Oui, alors la dernière transaction qui a été communiquée, c'est Coptis. C'est un éditeur de logiciels en formulation pharmaceutique. Alors c'est génial. C'est un outil qui est aujourd'hui vendu dans 40 pays. Ils ont ouvert des filiales à Singapour et New York. Donc ça permet aux laboratoires cosmétiques d'avoir un logiciel dans lequel ils enregistrent chaque nouvelle formule des nouveaux produits cosmétiques. Donc, c'est un outil qui aujourd'hui a également une base de toxicologie. Donc, ils ont une base d'ingrédients avec des milliers d'ingrédients. Pour chaque ingrédient, ils ont le tarif, l'utilité de l'ingrédient, la source, les fournisseurs et également la toxicologie des ingrédients, de telle sorte qu'on puisse savoir en fonction des pays s'il faut les utiliser ou pas. Donc, c'est une dernière opération. Donc, c'est un logiciel en mode client-serveur et SaaS qu'on a rapproché du groupe Extins, qui est un fonds d'investissement. Donc, on a fait un OBO avec ce fonds d'investissement. Comme c'est un logiciel, c'était vendu plusieurs années de chiffre d'affaires. Et Extins, c'est un fonds d'investissement qui investit exclusivement dans les éditeurs de logiciels de la santé. Et donc, ce qui fait que pour le dirigeant qui voulait à l'origine vendre sa société, c'est génial parce qu'elle a à la fois vendu, mais surtout acheté sa propre société. Donc, c'est ce qu'on appelle l'OBO. Et maintenant, elle se retrouve associée avec 17 autres éditeurs de logiciels au sein d'Extens. Donc, elle a à la fois la souplesse du fonds d'investissement et également tous les avantages d'un groupe intégré. Edimelec, c'était une opération juste avant, en juillet. Départ en retraite d'une petite société de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires à côté de Paris, qu'on a vendu à Batibig dans les services d'électricité pour les syndics de copropriété. Bage, on a fait 3 opérations en avril, juin, juillet, plusieurs acquisitions TTPI, Team Réseau, et ensuite un OBO avec MBO & Co. Donc, c'est un groupe de 95 millions de chiffre d'affaires, 700 collaborateurs dans l'ouest de la France qui construisent des réseaux d'électricité, de gaz et d'adduction d'eau. Donc, très belle opération pour notre cabinet, on est très content. Un groupe de centres de santé avec Naxicap, un OBO également. Ça, on est très fiers également parce que c'est la première fois en France qu'on fait un OBO sur un groupe de centres de santé, dentaire, ophtalmologie, multi-activité, radiologie, imagerie médicale. Parce que ce qui est la complexité dans les groupes de centres de santé, c'est que ce sont des associations. Et donc, dans une association, il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas de dividende parce que c'est une association. Et donc, il fallait démontrer aux banques, aux dettes privées et aux fonds d'investissement comment on allait faire monter des dividendes et ça a été validé évidemment par des avocats et des experts comptables parce que normalement une association ne remonte pas de dividendes, donc c'était assez sophistiqué, assez complexe. Ça a été plus d'1 an de travail, etc. Derrière, on avait fait aussi des opérations dans le nettoyage pour le groupe SI ou encore la biologie médicale, la radiologie. Donc, on fait aujourd'hui une dizaine de transactions chaque année et c'est à peu près 2000 heures de travail pour chaque transaction. Et vous verrez dans la présentation qu'on a d'autres références comme celle-ci
ou encore celle-ci, pour lesquelles on a des groupes qu'on a accompagnés à l'international pour leur développement. D'autres questions? Là, je vois, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Patrice, qu'est-ce que tu pourrais conseiller comme domaine d'activité pour les personnes qui veulent s'expatrier au Portugal? Alors, je partagerai cette réponse avec les avocats qui connaissent également bien l'implantation. Au Portugal, on a, moi, ce que je connais, c'est que, par exemple, Bage, le groupe Bage, les travaux, a beaucoup de mal à recruter des salariés. Et donc, il fait appel à des prestataires au Portugal pour recruter des collaborateurs portugais pour les faire travailler en France, parce qu'en France, on manque de main-d'œuvre. Donc, je pense que ça, c'est une bonne activité à développer aujourd'hui en France. On manque de main-d'œuvre et les Portugais. En France ou au Portugal? On manque de main-d'œuvre en France. Oui, mais il faut bien s'installer au Portugal pour recruter des Portugais et les envoyer travailler en France. Donc, tu parles de ressources humaines alors, une entreprise de ressources humaines? De recrutement, tout à fait, oui. Et ça peut être dans le bâtiment, ça peut être dans le service de nettoyage. Ouais, il y a beaucoup de secteurs d'activité dans lesquels les Portugais sont extrêmement compétents. Ils sont capables de faire du travail de grande qualité, avec une grande productivité et en plus de manager les équipes. Donc, ça peut être très intéressant de les faire travailler en France. Donc, ça peut être une activité. Autre activité, c'est aussi dans le domaine de la formation. Il y a d'excellentes écoles de formation portugaises et je connais aussi des sociétés qui vont, envoyer des élèves français au Portugal. Ben oui, parce que comme on est français, moi j'essaye de réfléchir qu'est-ce qu'un Français peut apporter au Portugal, parce que les Portugais ne nous ont pas attendus pour créer des entreprises. Donc ça, c'est aussi un deuxième filon que je trouve intéressant, c'est comment envoyer des étudiants français se former au Portugal quand ça peut être moins cher de se former au Portugal ou quand dans la médecine, par exemple, dans le médical, il y a des numerus clausus et on ne peut pas trouver de place dans les écoles françaises. Donc, ça se passe beaucoup en Espagne, mais en Portugal, c'est aussi beaucoup moins cher. Il y a plus de places qu'en Espagne, alors que les écoles espagnoles et belges sont très encombrées par les élèves français qui ne trouvent pas de place en France. Après, il y a tous les autres secteurs d'activité liés au tourisme, à la restauration et plein d'autres secteurs très dynamiques au Portugal. OK. Mais je pense que ça peut être une bonne transition et je pense que je peux, enfin, sauf si tu avais prévu d'autres questions. Non, je pense qu'on va passer la parole à Rogério et à son équipe qui va faire donc la transition et qui va parler en fait un peu de l'écosystème au Portugal. Mais peut-être que Rogério, tu peux déjà aussi répondre aussi à cette question. Qu'est-ce que tu conseillerais comme secteur business, d'activité? comme secteur d'activité pour des Français qui veulent s'installer au Portugal? Bonjour, vous nous écoutez? Vous arrivez Oui, à nous oui, on expliquer? vous entend. Très bien. Oui. Et regardez aussi? Okay. Oui, on voit tout. D'accord, Okay. merci. Rachel, on peut changer, vous pouvez nous donner l'option de changer le… Car comme ça, on ne peut pas contrôler les slides. On ne peut pas faire non, avancer. on ne peut pas donner le contrôle, sauf si… Donc, c'est toi qui dois arrêter, Patrice. Tu dois arrêter pour qu'eux puissent prendre la main. OK. Merci. Voilà. C'est bien? Oui, parfait. OK, merci beaucoup. OK, à répondre à la question de Patrice, quels sont les secteurs que les Français qu'est-ce que les Français peuvent faire ici au Portugal? C'est ça la question? C'est ça. OK. Je dirais qu'il peut aller à la plage, faire du surf. Il y a beaucoup de choses à faire. Je crois que les Français qui viennent pour ici, c'est pour des investissements et pour promener, hein, surtout. Ce n'est pas vraiment pour travailler, parce qu'ils travaillent d'ici pour des sociétés françaises ou d'autres parts du monde. Ils travaillent par ordinateur pour des clients étrangers. Mais il y a aussi des Français qui investent au immobilier et au tourisme, je dirais. Surtout ça.
Mais il faut penser un peu sur d'autres activités qui sont possibles de faire ici au Portugal, dans le domaine de la technologie, des startups, etc. Je crois qu'il y a beaucoup d'aides, même de subsides publics pour les investissements qui sont faits au Portugal. Comme vous irez voir, toutes les mesures qui sont prises par les gouvernements portugais sont de gauche et de droite. C'est vraiment, à mon avis, une stratégie nationale, c'est d'attirer le capitaux étranger pour le Portugal, parce que nous avons vraiment besoin de baisser notre dette publique et on ne peut pas augmenter nos impôts qui sont vraiment très élevés ici. Et c'est pour ça que nous demandons d'autres personnes pour venir ici, pour payer un peu d'impôts ici aussi, mais donner en même temps un environnement agréable, même du point de vue fiscal. Okay? C'est pour ça que je voudrais vous parler un peu sur le Portugal en tant que plateforme, pas seulement de résidence fiscale, mais aussi d'investissement. Parce que le but, c'est d'attirer les étrangers, les capitaux étrangers aussi au Portugal, c'est vivre ici, ou développer les activités ici, ou investir ici au Portugal, mais pas seulement avec Portugal comme destin, mais aussi Portugal comme plateforme d'investissement en Europe, en Afrique, en Asie ou en Amérique latine. C'est pour ça, comme je vous irai expliquer, qu'il y a des mesures fiscales qui ont pris vraiment pour ça. Deux ou trois mots sur pourquoi Portugal est un bon choix. Je pouvais vous parler sur la gastronomie, sur les bels paysages, sur la qualité de vie, sur la sympathie du portugais, tout ça. Mais il y a aussi d'autres choses que je crois que sont économiques et beaucoup plus intéressantes, comme le coût de vie compétitif, industrie technologique qui s'installe ici, comme Google, Uber, Tesla, qui ouvrent des bureaux au Portugal. Et pourquoi? Parce que l'éducation au Portugal, les Portugais parlent des langues, même s'ils parlent très bien comme moi, mais il se fait s'entendre en français, en anglais, en espagnol surtout, et avec un coût sur les salaires qui est plus intéressant que dans les autres pays. Aussi, un environnement réglementaire favorable, beaucoup de programmes pour encourager l'investissement étranger. Il y a des rankings qui sont intéressants aussi sur le Portugal. Le Portugal figure dans les top 10 des pays les plus attractifs pour les investissements directs étrangers, pour beaucoup de raisons que je vous ai expliquées. Aussi est bien classé pour la Banque mondiale pour la facilité à faire des affaires. Très bonne qualité de vie pour les expatriés pour travailler ici. Seulement une nouveauté, le gouvernement annonce qu'il va élaborer, c'est public ça, c'est dans les journaux qu'il va il va élaborer un régime spécial pour les nomades digitales. Et ça peut être aussi intéressant. Et aussi, il y a pour les personnes qui viennent de dehors du Portugal, il y a différents visas qui sont très intéressants, qui donnent la possibilité de circuler dans l'espace Schengen à personnes qui viennent de pays tiers, comme s'ils sont plus ou moins comme citoyens européens. Et surtout, je peux vous dire que l'environnement économique et social est vraiment favorable. Et les investisseurs, l'investissement est vraiment bien reçu au Portugal. Et qu'ici, on vit bien, vraiment. C'est un pays petit, mais on peut vivre ici vraiment avec la qualité de vie. Bon, surtout, il y a des régimes intéressants. Ça, c'est un régime pour les personnes physiques qui s'appelle le régime des résidents non habituels, qui est connu pour le nom de RNH, résidents non habituels.
Qu'est-ce que c'est un résident non habituel? Un résident non habituel, c'est un résident comme ici, comme moi, comme Madalena, qu'on ne voit pas, mais qu'on peut voir maintenant, excusez-moi. Un résident comme moi, ou Madalena, mais qui est un résident qui a un statut fiscal spécial, qui c'est un statut qui donne des bénéfices fiscaux. Pourquoi non habituel? Parce que c'est un résident qui habituellement n'est pas résident au Portugal, qui est un nouveau résident. C'est pour ça qu'on appelle non habituel. Ça fait un peu de confusion, les noms, mais c'est pour ça. C'est un résident comme moi et Madeleine qui a un statut spécial parce qu'il habituellement n'est pas au Portugal et qu'il vient pour notre pays. C'est pour ça qu'il s'appelle RNH. Il y a une différence entre les revenus de source étrangère et les revenus de source portugaise, mais je peux vous dire, vous donner l'idée générale, c'est qu'un résident non habituel, les résidents avec ce statut, et presque tous les revenus qui viennent de l'étranger, de la France, de l'Italie, de la Chine, des États-Unis, d'Angola, pour être exonérés de notre impôt sur les revenus des personnes physiques, qui s'appelle ici IRS. Il peut être exonéré ici de cet impôt pendant une période de 10 ans. Et ça c'est une exemption très large qui inclut les salaires, qui inclut les honoraires, qui inclut tous les revenus de capitaux, inclut les intérêts bancaires ou les dividendes ou les redevances. Okay? Je crois que ça justifie beaucoup d'étrangers qui viennent ici très connus, je peux vous dire, et je peux parler de ces étrangers parce que c'est public, comme Philippe Stark, qui vit ici à Cascais, comme Madonna, qui vit ici à 1,5 km d'ici, ou comme Madalena me rappelle, Cantona, le football player, je ne sais pas où il vit, aussi, et sur le ici, c'est à Lisbonne, et d'autres personnes. Mais ça signifie qu'il inclut les salaires, les honoraires, tous les revenus de capitaux, les rentes de location, les plus-values immobilières et même les pensions. Mais sur les pensions, comme vous voyez, il y a un taux proportionnel, un flat rate de 10%. C'est avant mars 2020, nous pouvons avoir sous les pensions même une double non-imposition. Parce que je dirais presque toutes les conventions sur la double imposition sont signées pour le Portugal, et comme j'irai vous montrer, ils sont presque 80, ont une clause qui dit que les pensions sont assujetties à notre IRS seulement dans les pays, c'est seulement assujetti à impôt seulement dans les pays de la résidence. Ça signifie que le pays de la source de la pension, France, Italie, etc., ça dépend des conventions, pour pas avoir un revenu à la source, pour pas taxer les pensions. C'est les pays de la résidence qui ont le droit exclusif. Et ici, avant, nous donner aussi une exonération. Ça a donné beaucoup de problèmes, pas au Portugal, mais d'autres pays de la source. Et Portugal a changé ça en mars 2020 pour les taux applicables. Politiquement, à mon avis, je peux le dire, c'est inacceptable. La pression que nous avons souffert pour la Finlande et pour la Suède, parce que ces conventions ont la même règle, ça fait beaucoup d'années. Okay. Et quand le flux c'était l'inverse pour les autres pays disent rien sur le problème. Ils sont 7 pays qui avons exigé qu'ici les pays de la résidence, qui a l'exclusif de l'imposition, mais maintenant que le flux est l'inverse, c'est un problème dans les pays de la source. C'est inacceptable, mais comme pays petit, le Portugal et le gouvernement a accepté de changer la situation. Et heureusement, à mon avis, parce que maintenant, il n'y a pas aucune chance de dire aucune chose sur ces problèmes. En même temps, il y a d'autres pays qui après mars 2020, ont beaucoup mieux accepté les régimes, comme la Suisse. Et maintenant, nous avons beaucoup de Suisses aussi à venir pour Portugal,
parce qu'il faut comprouver un Suisse qui paye ici impôt sur les pensions, c'est le taux proportionnel de 10%. Ça, c'est un peu le régime en général sur les revenus de sources étrangères qui viennent pour le Portugal et qui sont exonérés de notre impôt sur le revenu de personnes physiques, qui s'appelle ici IRS. Sur les revenus de sources portugais, de l'activité faite ici, de clients portugais, je peux dire simplement, et si ces revenus sont de travail salarié ou travail indépendant, il y a un taux applicable de 10%, de 20% aussi, c'est un flat rate, un taux proportionnel aussi, sur ces revenus pendant cette période de 10 ans, s'ils sont inclus dans une liste qui est une liste publique, qui inclut toutes les activités qui sont considérées pour le gouvernement portugais comme de forte valeur ajoutée. Je peux vous dire que c'est une liste très sympa, très large, très grande, avec beaucoup d'activités. On peut inclure presque tous les plus importantes activités de valeur ajoutée, mais qui inclut aussi les gérants et les administrateurs des entreprises. Qui inclut les gérants et les administrateurs des entreprises. Et comme ça, c'est pas difficile d'être inclus et aussi avoir un taux applicable seulement de 20% sur les revenus qui viennent d'une activité qui est faite ici au Portugal. OK, pour être considéré comme résident non habituel, il faut remplir deux conditions qui viennent du nom de résident non habituel. Il faut changer de résidence pour le Portugal et il faut être non habituellement résident au Portugal. Ça signifie de n'être pas résident au Portugal pendant les dernières 5 années. C'est les deux conditions à remplir. Je suis sûr que vous êtes tous avec la question « Qu'est-ce que j'ai fait après les 10 ans ?» Ça sera rénovable. Qu'est-ce qu'on fait? Non, ce n'est pas rénovable. Excusez-moi. Mais vous pouvez, si vous remplissez les conditions une autre fois, vous pouvez demander une autre fois. Ça veut dire que si vous, après 10 ans, si vous changez de pays, une autre fois, si vous êtes ici, vous êtes très bien ici, bienvenue, et vous payerez les mêmes impôts que moi et Madeleine. Si vous voulez sortir du pays après 10 ans, vous pouvez sortir pendant 10 ans et si vous irez une autre fois changer de pays pour le Portugal dans l'avenir, si vous remplissez les deux conditions, n'être pas résident pendant les dernières 5 années et vous changez de résidence, la deuxième fois, vous serez aussi considéré pour la deuxième fois résident non habituel avec tous les bénéfices pendant 10 ans plus. Seulement un mot sur ça, que je crois que c'est important. Ce régime, c'est très intéressant parce que ça vous permet de changer d'idée. Vous pouvez être résident ici pendant 2, 3, 4 ans, mais après, vous avez une invitation pour un emploi très intéressant à Israël, aux États-Unis ou en Italie. Vous pouvez changer de pays pendant 1, 2, 3 ans, comme vous voulez, et vous pouvez revenir et parce que vous maintenez les bénéfices pendant les 10 ans. Et les dernières ans sont considérés après comme résidents non habituels. Seulement aussi un mot sur les héritiers et sur les donations et sur l'héritage, pour vous dire que nous n'avons pas d'impôt sur les successions et donations ici, même si nous avons un impôt de timbre de 10%. Mais en même temps, il y a une exonération dans la famille nucléaire. Ça veut dire que sous les transmissions, entre époux et entre descendants dans la ligne descendant ou ascendant dans la ligne directe, il y a une exonération. On ne paye pas ici d'impôts sur donation. Les héritiers ne payent pas sur les héritages et sur la donation, il n'y a pas aussi d'impôt de temps. OK, il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Ça dépend aussi de la résidence des héritiers, ça dépend des locaux où sont les actifs. Oui, c'est ça, parce que si les actifs, c'est un actif immobilier en France, Portugal l'exonère, mais la France n'exonère pas.
Il faut avoir des actifs ici ou dans un autre pays qui ne taxe pas les donations et les héritages. Il y a des choses à dire. Un mot aussi important. Rogerio, il y a une question qui est arrivée. Il y a Maria Elena qui demande est-ce que le statut RNH est possible pour les Espagnols qui veulent s'installer au Portugal? Oui, ça a aucune chose. Ça a aucune chose à voir avec la nationalité. C'est un problème de résidence. Okay? Vous pouvez être chinois, italien, français, africain, européen. Aucune chose. Le problème, c'est la résidence. Si vous changez de résidence, même si vous êtes portugais ou pas portugais, c'est un problème de résidence. C'est aucune chose avec la nationalité. Espagnol, oui, il peut bénéficier pour changer de résidence pour le Portugal. Après, il peut, pendant 10 ans, il bénéficie. Il peut aller pour l'Espagne et bénéficier de les régimes espagnols sur les salaires. Ça s'appelle la loi Beckham. Okay. Et après 5 ans, il peut revenir pour le Portugal. C'est très intéressant de réfléchir un peu sur l'optimisation fiscale et la démocratisation fiscale de l'optimisation fiscale, parce qu'aujourd'hui, la planification fiscale se fait beaucoup plus sur les personnes physiques que sur les sociétés, parce que les sociétés sont très contrôlées par toutes les règles de BEPS, etc. Mais c'est très difficile de limiter la libre circulation de personnes physiques, parce que c'est la liberté individuelle qu'on parle. Et on peut vivre par tout le monde. On peut changer de résidence et vivre dans un autre pays comme on veut. Donc, c'est ça la question. Qu'est-ce que je peux vous dire plus? Il y a un petit détail que je n'ai pas de temps pour vous expliquer, mais seulement un mot que je crois que c'est intéressant. Et ici, les plus-values mobilières sont seulement, en général, les plus-values sur les actions, sur les obligations, sur autres valeurs, titres mobilières. Ça veut dire que si vous avez un bijou, ou si vous avez un peintre, un Picasso, et si vous êtes résident ici au Portugal, si vous faites la vente ici au Portugal, ici, ce n'est pas considéré comme une activité commerciale ou un revenu commercial. Ça ici, on ne paye pas des impôts sur la vente du Picasso. Pourquoi? Parce que ce n'est pas inclus dans l'assiette de notre impôt. Peut-être un jour, ça va changer, mais maintenant, c'est comme ça. Il y a des petits détails comme ça que je n'ai pas le temps de vous parler sur le domaine des startups et d'autres choses, mais il y a des détails qui sont très intéressants dans ce domaine. Sur le côté des sociétés, seulement pour vous dire que nous avons un taux général applicable au profit des sociétés qui vient de 2015 sans changement de 21%. OK, il y a des surcharges pour d'autres sociétés qui ont beaucoup de profits. Et nous parlons de 3 500 000, 5 millions, 7 millions, 9 millions. Il y a des surcharges. Mais il y a aussi pour les petites et moyennes entreprises, le taux applicable, ce n'est pas 7 là, c'est 17%. Mais ce que c'est important de vous dire, c'est que le taux général, c'est 21%. Mais à Madeira, je dirais vous parler, laisser 2 mots sur Madeira. Madeira, c'est un peu comme la Corse en France, c'est une région autonome ici au Portugal, mais c'est considéré par l'Union européenne comme une région ultra-périphérique. Et reconnaissez, c'est dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et est considéré comme une région ultra-périphérique. Et c'est pour ça que ce statut, c'est un statut fiscal, est considéré comme une aide d'État fiscale, une aide fiscale d'État qui est approuvée et autorisée expressément pour pour la Commission européenne et qui est un régime temporaire qui pendant quelqu'un est en vigueur, mais qui après s'est rénové et qui vient de 1983. Okay, c'est un peu vous dire, avec changement et différence. Mais ce que vous devrez retenir, c'est le 5% de Madeira et le taux général de 21% pour le territoire général du Portugal. Comme il y a, pour faire la comparaison, le régime des résidents non habituels pour les personnes physiques, il y a un peu quelque chose de similaire pour les sociétés, qui s'appelle le régime de participation et exemption, on peut dire. Ça signifie que si vous irez constituer une société au Portugal
qui détient une société dans un autre pays, en France, en Italie, en Chine, aux États-Unis, si la détention a un minimum de 10% pendant une période de 1 an, les dividendes reçus pour la société est exonéré de notre impôt sur les profits des sociétés, impôt sur les sociétés qui s'appelle IRC, impôt sur les revenus de personnes collectives. C'est pour ça, c'est notre impôt sur les sociétés. Les dividendes et les plus-values, si un jour vous voulez vendre la participation, un minimum de 10%, mais peut être 15, 20 ou 5% de la société qui est située en dehors de Portugal, les plus-values et les dividendes sont exonérés d'impôts ici au Portugal. Oui, ça dépend, il y a des restrictions aussi, il y a des clauses spécifiques pour éviter l'abus fiscal, mais ça, sont les règles et je crois que c'est intéressant aussi pour vous de les savoir. À Madeira, seulement pour vous dire que les sociétés qui sont autorisées dans la zone franche de Madeira jusqu'au fin de 2021 vont avoir et qui remplissent certaines conditions. Et les conditions, c'est ça, de créer emploi et quelques investissements avec ce minimum de 75 000 dans l'acquisition de certains actifs dans les premières 2 ans d'activité, ou créer 6 emplois au plus au cours des 6 premiers mois d'activité. C'est ça qui justifie les taux applicables desquels je vous avais parlé, de 5% sur les revenus jusqu'à 31 décembre de 2027. En même temps, il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Ça c'est la zone industrielle de la Madeira. Vous pouvez trouver sous les activités avec le continent un taux applicable de 14,75% aussi. Et surtout, il y a ici dans la zone franche de Madeira une exonération de retenue d'impôts à la source sous les paiements de dividendes aux bénéficiaires étrangers, aux actionnaires étrangers. Quoi qu'il soit, personne morale, société ou personne physique. Il n'y a pas impôt retenu à la source dans la distribution des dividendes d'une société qui est dans la zone franche à Madeira. Seulement un petit mot sur cette modalité de société anonyme qui s'appelle le CIGI. C'est presque quelque chose que vous pouvez trouver en Espagne avec le nom du SOCIMA, qui s'appelle Société d'investissement de gestion immobilière, CIGI. Ce sont des sociétés qui ont un objet social très spécifique, qui est la propriété, la gestion et l'exploitation économique de biens immobiliers par l'acquisition directe ou indirecte de droits de propriété équivalents, et qui le but, c'est de développer un projet de construction et de réhabilitation immobilière. Les questions, c'est que l'impôt sur les sociétés ici et cette société bénéficie d'un régime d'impôt sur les sociétés très intéressant parce qu'ils sont assujettis aux règles générales, mais ce n'est pas inclus dans l'assiette presque tous les plus importants revenus de son activité. Ça signifie que les rentes de location de biens immobiliers, les plus-values immobilières et même les revenus de capitaux, des dividendes versés pour les entités dans lesquelles le CIGI détient des intérêts sont exclus du calcul de bénéfices imposables à la société. Et ça c'est très intéressant, ces régimes. Elles sont aussi exonérées des surtaxes municipales et de l'État. Et surtout, les actionnaires de ces sociétés, s'ils sont résidents, ils sont assujettis seulement à un retenu à la source définitive de 10%. Bon, s'ils sont ici au Portugal, résidents au Portugal, ils ont un taux beaucoup plus haut de 25 et 28%. Et pour finaliser, je crois que c'est important de vous parler. J'ai déjà vous parlé sur tous les régimes nationaux et unilatéraux. C'est important de vous donner
l'autre côté, le côté de la sortie. Et c'est pour ça que c'est important les conventions de double imposition signées entre Portugal et les autres pays. Les réseaux de conventions sur la double imposition pour éliminer la double imposition, c'est intéressant. Comme vous voyez, nous avons presque 80 conventions de double imposition. Ça fait 25-30 ans que Portugal est en train de signer des conventions. Ça, aujourd'hui, inclut tous les pays de langue portugaise, et ils sont 9 pays. Portugal plus 8 pays. Et il inclut aussi les tous pays de l'Europe, sans aucune exception. Et aussi presque tous les pays qui sont plus intéressants de l'OCDE. Ça signifie que quand on dit que les dividendes qui viennent d'une société étrangère, une société portugaise, payent zéro ici, dans le pays de la sortie, est aussi limité, ils ne payent rien ici s'ils sont reçus pour une société ou s'ils sont reçus pour un résident non habituel. À la source, le pays de la sortie est aussi limité pour les conventions et est limité à taux applicable de 10, de 12 ou de 15%. La France, sur les dividendes, c'est 15%. Je vais vous donner ici un exemple. Et même si les taux national du pays de la sortie est plus haut. C'est pour ça que c'est très important de savoir s'il y a ou il n'y a pas des conventions de double imposition signées pour les deux pays. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les réseaux est très large, inclut les pays de langue portugaise, tous les pays de l'Europe et presque tous les pays intéressants de l'OCDE. Et un dernier mot pour vous dire qu'aussi en Amérique latine, il y a des pays avec lesquels nous avons des conventions que l'Espagne n'a pas. Et Portugal est aussi comme ça, et c'est pour ça que j'ai commencé par ça, un bon pays comme plateforme, pas seulement de résidence, mais aussi de plateforme d'investissement aux autres pays. Et merci beaucoup pour votre patience, pour m'écouter. Et je suis disponible pour quelques questions. Rogerio, il y a une question qui est arrivée. Il y a Maria Elena qui demande aussi, donc si un Espagnol s'installe au Portugal avec sa société, il a la possibilité d'obtenir le RNH? Oui, il peut obtenir le RNH, mais ça ne fonctionne pas avec une société au Portugal, parce que les dividendes qui viennent d'une société au Portugal, ce n'est pas un dividende qui vient de dehors de Portugal. Et il paierait 28% ici, quand il peut payer 0 et 15% peut-être en Espagne seulement. Ça sera, mais il peut avoir une société ici, parce que dans toutes les autres sociétés qu'il y a dehors de Portugal, il paierait 0 ici, mais sur la société portugaise, sur les dividendes, il paierait 15% au Portugal. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions pour nos intervenants, pour Rogerio ou pour Chris, ou tout était très clair? Oui, je m'excuse, oui, j'ai encore une dernière question. Oui, allez-y. Pour le maître Rogerio. Et en revenant parce que moi j'ai un client, je fais l'immobilière depuis la Suisse et j'aide à installer les Suisses et pas mal des étrangers en Portugal. Et j'ai un cas particulier. Justement, c'est pour ça que je pose la question. C'est un monsieur qui a sa société en Portugal et puis il est venu envers moi pour me demander de l'aide, à savoir qu'est-ce que c'est plus convenable pour lui. Il veut s'installer définitivement en Portugal, mais la chose qui se passe, c'est que le Seigneur crée une nouvelle société où il peut simplement déplacer sa société en Portugal. Qu'est-ce qui est plus convenir le plus? Je crois que c'est Benny Elena qui parle. Oui. OK. Seulement pour vous dire, il peut déplacer la société, il peut créer une autre société ici au Portugal, mais s'il y a une société en Suisse, il peut aussi acheter l'immeuble ici au Portugal avec la société suisse. Et c'est peut-être plus simple et plus avantageux. Mais si lui voulait s'installer définitivement en Portugal, il va acheter un bien immobilier aussi. Oui, mais
c'est pour question de sa société, parce qu'il va continuer à travailler avec sa société, mais qu'est-ce que c'est plus convenable pour lui qu'il transfère complètement sa société en Portugal comme son domicile principal ou créer une nouvelle société pour la lier à son ancienne société. C'est ça que je ne sais pas trop comment... OK. Je dois voir ça avec plus de détails. Mais l'idée, c'est qu'il ne peut pas, c'est mieux de ne faire rien ici avec la société. D'accord. De la société en Suisse, faire l'achat et l'investissement avec la société suisse et recevoir les dividendes de la société suisse autant que résident non habituel au Portugal. OK, j'ai compris. Merci beaucoup. OK. Il y a une question ici que je crois que c'est Rachel. Alors, il y a une autre personne. Rachel, il y a ici. Oui, il y a monsieur. Oui, impôt sur la fortune au Portugal, Espagne, Italie et Grèce. OK. Nous n'avons pas impôt sur la fortune. Nous n'avons comme en France. Mais il y a un petit impôt, je peux vous dire, c'est un impôt qui s'appelle AIMI, qui taxe les conjoints les immeubles qui sont situés au Portugal. C'est très petit. Il a un taux applicable de 0,7% sur les valeurs patrimoniales, qui signifie presque, plus ou moins en France, valeur cadastrale, et qui, je peux vous dire, qui n'est pas le prix de marché, qui est moins que le prix de marché, et peut-être 85% du prix de marché. Mais c'est seulement si les conjoints des immeubles ont une valeur patrimoniale qui est, comme vous avez dit, que c'est plus ou moins 85% de la valeur de prix de marché. Si ça surpasse les 600 000 euros, ou si les personnes sont un couple, au paxé 1 200 000 euros, c'est seulement sur le montant qui surpasse les valeurs. Okay? Ça signifie qu'on parle de 0,7% sur un immeuble qui a le prix de marché plus que 1 500 000 et sur les montants qui surpassent les 1 500 000. C'est vraiment, c'était stupide de le faire, mais ce n'est pas très relevant, je dirais, à cause. Si nous parlons d'impôt sur la fortune, comme deux autres pays, il n'existe pas, mais il existe cet impôt. C'est un impôt de l'État et c'est plus une surtaxe sur l'impôt municipal. Okay? Un résumé, c'est ça qui intéresse savoir. Alors, Rogerio, il y a Marc qui a posé une question. Donc, l'impôt sur la plus-value de vente d'actions ou de crypto pour un particulier qui a le statut RNH. OK, ça, c'est une question très intéressante parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs en crypto qui lisent beaucoup de choses à l'Internet et qui croyaient que Portugal est un paradis pour les cryptos. Ils arrivent ici à notre cabinet à dire ici, on ne paye pas des impôts, etc. Il n'y a pas de règles sur les cryptos ici. Ça signifie qu'on doit appliquer les règles générales. Et pour ça, on doit voir la question inconcrète. Okay? Ce que je peux ajouter, c'est que les interprétations de l'administration fiscale, même si je ne suis pas d'accord, elles sont très favorables à ça. Mais ils sont très spécifiques, les réponses. Je vous conseille, je vous recommande à faire avant tout une étude fiscale complète sur la situation et après, on peut vous démontrer pourquoi Portugal peut être un très bon pays pour les investisseurs crypto. Mais surtout, ne viens pas pour le Portugal comme ça à dire que c'est un paradis parce que c'est pas. Il n'y a pas de règles. Okay? Et on va prendre une dernière petite question, Rogerio, parce qu'apparemment maintenant ils sont lancés sur la question des impôts. Donc l'impôt sur la plus-value de la vente d'un immeuble au Portugal. Oui, le plus-value d'un immeuble à Portugal pour un résident arrive jusqu'à 26-28%. Parce que pour les non-résidents d'ici, de l'immeuble d'ici, c'est 28%.
Et pour les résidents, c'est la moitié c'est un taux progressif. Et comme le taux plus grand, c'est 48, le maximum, c'est en moitié. C'est presque c'est entre 27 et 28. OK? D'une bien immeuble au Portugal. Mais excusez-moi, une chose, si vous êtes résident au Portugal, ça c'est votre domicile, vous pouvez réinvestir la plus-value, le valeur de la vente et bénéficier d'une exclusion d'imposition sur les plus-values. Okay? C'est très intéressant aussi. Et vous pouvez même faire l'investissement au dehors de Portugal et ne payer pas ici. Vous pouvez changer de résidence pour la France ou pour la Chine. Et pour la Chine, c'est différent de l'Union européenne. Et vous pouvez bénéficier de l'exclusion de l'investissement de la plus-value. OK. Alors, bon, je vous remercie. Rogerio, merci beaucoup. Patrice, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer la session. Je vais vous envoyer les coordonnées donc, de Rogerio et de Patrice. Si vous avez des questions très spécifiques, vous pouvez prendre contact avec eux et je vous enverrai aussi l'enregistrement de la session. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon week-end. Okay, merci Rachel. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci Patrice. Au revoir à tous. Au revoir Patrice. Au revoir tout le monde. Merci à tous. Bonne revoir. soirée, bon week-end.